Dès qu'elle ouvrit les yeux, la jeune fille, encore endormie, entendit une étrange phrase. Pour survivre, elle devait mieux comprendre les lois du château d'hiver. La jeune fille décide qu'elle dort encore, mais cet homme étrange lui semble étrangement familier. Regard froid et méprisant, trait du visage anguleux, cheveux ayeux, il ressemble tellement à Héron Verata. La jeune fille se souvient de son livre préféré, L'ombre de Veratu, un roman sur la famille du duc Veratu, sur le souverain du château d'hiver et protecteur du Nord. Le personnage principal du livre, Viola, a été adopté par le duc et, bien qu'elle fût une roturière, elle possédait des capacités exceptionnelles et est donc devenue la chef de famille. Mais malgré le fait que Viola ait atteint tous ses objectifs, le vide et la solitude régnaient dans son âme. À la fin du roman, elle réalise qu'il ne lui reste plus rien d'autre que le château et les terres de Veratu. La jeune fille ne comprend pas si elle n'arrive toujours pas à se réveiller parce qu'elle a tellement rêvé d'être dans le rôle de Viola. L'héroïne se remémore l'intrigue du livre. Elle se retrouve au moment où le duc lui annonce sa décision d'adopter. La seule raison pour laquelle Héron a décidé de la retirer des bas-fonds, c'est qu'au premier abord, il a vu en elle une excellente tueuse. Dans le livre, Viola écoutait toujours le duc en silence, mais si la jeune fille est maintenant en train de rêver, alors elle peut se comporter différemment. Viola, qui a conquis Verata, était une enfant légitime, car elle est devenue la seule maîtresse du château d'hiver. Mais au fond d'elle-même, la jeune fille rêvait de quelque chose de complètement différent. Elle rêvait de faire réellement partie de la famille, au moins pour un instant. Dans la vraie vie, Erin, grande amatrice du roman, a toujours éprouvé de la sympathie pour Viola et souhaité qu'elle trouve le bonheur dans ses rêves. Soudain, la jeune fille déclare hardiment au duc qu'elle a beaucoup entendu parler de Verata, par exemple que la famille adhère à une politique rationnelle et valorise la pensée logique. Le bébé demande si tout cela est vrai, alors pourquoi ne lui a-t-on pas donné la possibilité de choisir son père? Héron est abasourdi. Personne n'a jamais osé poser de telles questions, et encore moins des petites filles des bidonvilles. Soudain, le deuxième homme se tourne vers la jeune fille et la regarde avec condamnation et avertissement. Viola se souvient de l'intrigue. L'homme à la cicatrice est Carlton, le fidèle majordome du duc. Le duc déclare que le talent est primordial en ce lieu. Mais la jeune fille rebelle lui tourne le dos. Dans le livre de Veratu, il y a une famille impitoyable qui n'épargne même pas ses proches, mais qui en même temps fait office de bouclier et protège les gens de l'oppression de la neige. La jeune fille demande à nouveau si, étant donné que sa famille est si rationnelle, pourquoi la prive-t-on de son libre arbitre? Le duc est perplexe, mais il apprécie visiblement la jeune fille. Après un court silence, Héron demande soudain si Viola souhaiterait devenir sa fille. La jeune fille est si heureuse qu'elle répond sans hésiter que bien sûr qu'elle le veut. Mais reprenant aussitôt ses esprits, Viola déclare fièrement que le consentement à l'adoption ne relève que de sa décision. La jeune fille dit qu'elle n'a qu'une seule requête, que le duc l'aime comme sa propre fille. Le bébé confie qu'étant orpheline, elle a toujours rêvé d'une famille et d'un vrai père. Viola tente d'enlacer le duc, mais elle a l'impression qu'il veut la déchirer en morceaux. Le duc s'en va, mais se retourne soudain et lui conseille de tout faire pour survivre. Assis dans son bureau, le duc se souvient de la première fois qu'il a vu Viola. La jeune fille avait les yeux écarlates et tenait dans ses mains un éclat de verre d'où dégoulinait du sang. Héron pense qu'il voulait très probablement l'enlever et qu'elle a poignardé le propriétaire d'esclaves avec un éclat d'obus. Il s'agit d'un petit enfant né sous une étoile porte-malheur, un enfant comme on n'en a vu que quelques rares fois dans l'histoire. L'homme constate que le comportement de la fillette ne ressemble en rien à celui d'une enfant de 7 ans. Héron confie au majordome que Viola a parlé aujourd'hui comme une adulte, alors qu'auparavant son raisonnement était plus enfantin. Carlton laisse entendre que la jeune fille était malnutrie et avait une croissance médiocre. Peut-être est-elle plus âgée qu'elle ne le dit. Le duc remarque que ses pensées diffèrent de ses actions, ce qui rend la situation trop artificielle. Le majordome réfléchit pensivement. La jeune fille a sans doute essayé d'avoir l'air confiante, mais en réalité elle était inquiète, ce qui explique cette impression étrange. Carlton se dit que malgré l'excitation, la jeune fille a eu l'impudence d'être si audacieuse envers le maître. Elle doit avoir un fort caractère qui l'aide à surmonter la peur. Avec un tel caractère, il sera difficile pour le duc de ne pas l'aimer. Héron se souvient de leur rencontre et remarque que personne à Veratu n'exigeait l'amour avec autant de fierté. Soudain, le duc demande au majordome quelle est, selon lui, la probabilité qu'elle survive à Veratu jusqu'à l'âge adulte. Dans sa chambre, Viola se demande avec angoisse si 2 jours se sont déjà écoulés et si elle ne parvient toujours pas à se réveiller. Son rêve est-il vraiment devenu réalité?
Ce n'est que dans les romans que la jeune fille lisait des histoires de réincarnation et de transfert dans le corps d'autres personnes. S'est-elle vraiment emparée du corps de Viola, la princesse responsable de la mort de 10 000 personnes? La jeune fille est complètement désemparée, mais elle n'a aucune autre explication à la raison pour laquelle son rêve n'est pas encore terminé. La jeune fille pense que dans cet endroit, elle doit rester sur ses gardes et prouver sa capacité à survivre. Viola s'approche de la fenêtre et se dit avec conviction qu'il ne suffit pas d'être infirmière, il faut maintenant élaborer un plan de survie. Selon l'intrigue, la famille Veratu est complètement folle et elle a besoin qu'il l'accepte comme l'une des leurs à tout prix. C'est la seule façon pour elle de devenir la première princesse héritière. Lors du choix d'un successeur, la lutte pour sa place cesse et, généralement, tous les problèmes importants prennent fin eux aussi. Le problème, maintenant, c'est que tout cela doit être réalisé, mais pas de la même manière que dans le livre Viola, car la vraie fille qui a pris possession de son corps ne veut ni tuer ni mourir. Et si la véritable Erin ne peut sortir du corps de Viola, alors désormais elle doit vivre différemment, penser positivement, mais ne pas oublier que la moindre erreur peut entraîner la mort. Soudain, la jeune fille a l'idée que si elle vit désormais dans le corps de Viola, alors la véritable Erin est morte. La jeune fille se souvient de sa vie réelle. Sa mère est morte et son père l'a abandonnée. Elle a vécu dans un orphelinat où elle était constamment la cible de moqueries. Se sentant constamment abandonnée, la jeune fille a fini par se réfugier sur la rambarde du toit. Erin était persuadée que si elle mourait, tout le monde irait mieux. Mais à ce moment-là, au moment où la jeune fille s'apprêtait à sauter, elle a eu peur. Ayant eu envie de vivre pour la première fois, la jeune fille a tout fait pour raviver son amour-propre. Et au final, tous les efforts de la jeune fille ont porté leurs fruits. Elle avait des études, des amis et de l'espoir pour l'avenir. Puis, un jour, au cours du 2e semestre de sa première année d'université, Erin s'est endormie en lisant des livres à la bibliothèque. En ouvrant les yeux, la jeune fille se retrouva dans ce monde, dans le corps de la princesse Viola. Ce n'est pas si mal, car dans ce monde, elle a une famille, elle a un père. La jeune fille décide de tout faire pour s'adapter et survivre, et elle doit d'abord trouver un nouveau titre pour le roman auquel elle participera. Lorsque le duc interrogea le majordome sur les chances de survie de Viola dans le château, Carlton ne lui en accorda que 10%. Les talents de la jeune fille furent évalués de la même manière. Mais la jeune fille l'ignorait encore, elle prétendait simplement être une fille adoptive, mais elle le faisait trop bien. Héron Veratu possède le don de l'œil de Dieu. Il peut lire dans les pensées des autres d'un seul regard. En observant Viola pendant qu'elle parlait d'adoption, il a lu dans ses pensées et a compris qu'elle souhaitait vraiment faire partie de la famille Veratu. Le duc est surpris d'apprendre que Viola l'apprécie autant, comme si elle l'attendait depuis longtemps. La jeune fille le serra alors sincèrement dans ses bras et rêva qu'il puisse l'aimer comme un père. Le duc ordonne à Carlton de nommer Zeno majordome de Viola. Le domestique est persuadé que ce sera un gâchis de talent. Le duc n'a pas l'intention de discuter de ses ordres, et de plus, il ordonne la nomination d'un majordome non pas temporairement, mais définitivement. Viola se souvient que, selon l'intrigue, elle sera affectée au poste de majordome du chevalier Elliot, issu d'une famille noble. Le nouveau majordome Zeno, qui tua 20 des plus grands chevaliers de l'Empire et se dévoua à Vera. Au début, le jeune homme ne reconnut pas le talent de Viola. Il l'observa et la soumit à divers tests. Le jeune homme a dit à la princesse qu'elle serait mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Soudain, on frappe à la porte et on annonce à Viola que son nouveau majordome, Zeno, est arrivé. La jeune fille s'approche de la porte et l'ouvre. Un grand et beau jeune homme se tient sur le seuil. Zeno reproche aussitôt à la jeune fille que ce soit le travail du majordome d'ouvrir les portes, et non celui de la princesse. Viola est persuadée qu'en agissant ainsi, il la met à l'épreuve. Viola comprend qu'elle doit s'intégrer à sa famille, prend une apparence véritablement diabolique et demande pourquoi il a décidé de lui faire la leçon. Zeno s'incline respectueusement devant la princesse et lui demande pardon. Viola affirme que le rôle du majordome est de donner des conseils, et non de dire au propriétaire ce qu'il doit faire. Pour survivre en tant que Viola, la jeune fille doit surveiller les agissements de sa famille, préserver sa réputation et conserver son pouvoir. Le rôle d'un majordome dans un château est d'aider le propriétaire à réussir. Si le maître meurt ou perd, le majordome est exilé, mais si le maître est victorieux, le majordome peut acquérir un pouvoir illimité. Viola comprend qu'elle doit tout faire pour rallier Zeno à sa cause. La princesse explique qu'elle voulait se souvenir du visage de son majordome, et c'est pourquoi elle a ouvert la porte. Zeno dit poliment que la princesse est très intelligente et qu'il est heureux d'être son majordome.
La jeune fille répond que malgré l'erreur commise par le garçon, elle l'aime bien. Soudain, Viola déclare sèchement qu'elle ne s'intéresse pas aux paroles du jeune homme, mais à ses actes. Zéno réalise soudain que la jeune fille est née sous le signe de l'étoile de la malchance. Ses yeux sont normalement violets, mais lorsqu'elle se met en colère, ils deviennent rouges. Bien que ses yeux ne soient tosques pas encore devenus rouges, l'homme a déjà ressenti la puissance de sa colère, ce qui signifie qu'elle maîtrise sa pulsion meurtrière. La jeune fille ordonne à Zéno de lui apporter une plume d'oiseau et le venin d'une grenouille rouge. Le majordome remarque que le venin de la grenouille rouge est une neurotoxine très puissante et se demande pourquoi la princesse en avait besoin. Viola déclare avec mépris que le rôle du majordome dans la famille est de servir la princesse et qu'il doit donc remplir ses devoirs. Zéno est impressionné et promet d'accomplir la tâche en exactement 12 minutes. Dès que la porte se referme derrière le majordome, Viola réalise avec épuisement combien il est difficile de maintenir constamment l'image requise. Au bout d'un moment, on frappe à la porte et Zéno entre. La princesse est stupéfaite de la précision du majordome. Il est arrivé exactement 12 minutes plus tard. Le jeune homme donne à la jeune fille une plume, du poison et du papier, en faisant remarquer que la princesse en aura probablement aussi besoin. Viola approuve d'un signe de tête le travail bien fait et congédie le majordome. Selon l'intrigue, la princesse devra demain rencontrer le 5e prince, Vicenne, qui a été formé pour tuer dès sa naissance et n'a jamais été tourmenté par sa conscience. Compte tenu du poison, Viola pense qu'elle doit tout faire pour rester en vie. Dès le début du roman, Viola rencontre Vicenne qui deviendra son ennemi juré. Se détendre en sa présence signifie renoncer à la vie. On frappe à la porte et les servantes annoncent que le prince Vicenne est arrivé. Viola ordonne qu'on le fasse entrer. La porte s'ouvre et un mignon petit garçon d'environ 8 ans entre dans les appartements de la princesse. Soudain, le prince déclare que la jeune fille ne peut être sa sœur et qu'il n'est venu que pour exprimer son mépris. La princesse sait qu'en réalité, le garçon influencé ne fait que simuler. En effet, le prince Vicenne, étant le benjamin de la famille, avait toujours rêvé d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Lorsque le garçon a appris l'adoption de Viola, il était très heureux et s'est précipité chez sa mère pour connaître tous les détails. La mère explique au garçon que la fille ne peut pas être sa vraie sœur. Voyant la perplexité sur le visage de son fils, la femme explique que Viola est une roturière et qu'elle n'a pas le sang de Veratu. La jeune fille est choisie comme victime. Vicenne doit donc aller la voir et lui montrer qu'elle n'a rien à faire ici. Le garçon est très dépendant de sa mère. Il décide donc immédiatement d'aller voir Viola et de lui montrer à quel point il est effrayant. Dans le livre, Viola est témoin de cette scène. Les deux enfants se sont fait une fausse idée l'un de l'autre, ce qui explique leur profond traumatisme. La princesse comprend qu'elle doit agir en fonction de cette nouvelle situation. Alors elle demande calmement au garçon ce qu'il a d'autre à dire. Le prince pointe du doigt la jeune fille et déclare qu'elle n'est qu'une victime. Voyant que Viola ne réagit pas, il lui demande directement pourquoi il l'humilie, mais ne perçoit aucune colère en réponse. La jeune fille se demande si le prince veut vraiment la mettre en colère. Ayant reçu une réponse affirmative, Viola pose calmement la tasse de thé sur la table. Se balançant, la princesse lance une plume qui frappe le garçon à la joue, lui laissant une égratignure avant de s'écraser contre le mur. Vicenne, en portant la main à la griffure, est agréablement surpris et remarque que la fille est une bonne tireuse. Le garçon regarde la fille avec fascination et lui demande joyeusement, en montrant la griffure, si cela doit être considéré comme un avertissement. Vicenne se réjouit sincèrement de cette manifestation d'agressivité et offre une accolade à la sœur en question. Viola est sur ses gardes, l'étreinte de Veratu est une tentative d'exploration. Le garçon veut analyser son corps et identifier ses faiblesses. Mais comme la jeune fille doit agir à la manière de Veratu, elle enlace le garçon. Des enfants aux yeux brûlants s'observent pour savoir lequel d'entre eux mourra le premier. Viola comprend que le garçon est un rival très bien entraîné. Elle doit rallier Vicenne à sa cause à tout prix. Soudain, la voix de Zéno se fait entendre au-dessus des enfants. Il se présente au petit prince comme le majordome de Viola. Le majordome informe Vicenne que le duc a demandé au garçon de s'abstenir de toucher la princesse pendant 10 jours. Zéno sera donc très heureux si son Altesse la libère. Le garçon refuse, et le majordome est alors contraint d'admettre qu'il devra tout rapporter au duc. Le garçon lâche la princesse, pose la main sur son épaule et dit qu'ils se reverront. Soudain, Vicenne, sans même avoir eu le temps de faire un pas, s'effondra au sol. Viola et Zéno se penchent sur le prince et la jeune fille, l'air fatigué, ordonnent au majordome de le faire sortir de ses appartements. La servante emmène le garçon, et Viola pense que finalement le poison de la grenouille rouge a fonctionné.
Vichen est immunisé contre ce poison, il se réveillera donc bientôt. Zéno, arrachant la plume du mur avec joie, dit à la princesse que l'accueil fut digne de son rang. Le majordome comprit alors pourquoi la jeune fille lui avait confié la première mission. Il admit que cette ruse était pour elle une victoire sans condition. La jeune fille est contente d'elle-même, mais se dit qu'elle a de la chance de connaître toute l'histoire à l'avance. Soudain, le majordome regarde la princesse d'un air pensif et lui demande la permission de poser une question. Viola a peur. Zéno est-il vraiment capable de deviner quelque chose? Le jeune homme s'assoit en face de la jeune fille et lui demande pourquoi elle a laissé le garçon la prendre dans ses bras. Car on peut apprendre beaucoup de choses lors d'une étreinte. La jeune fille répond que Vichen n'était pas la seule à devoir faire des recherches sur son adversaire. Elle aussi. Zéno est vraiment stupéfait. Cette fillette de 7 ans ne vit dans le domaine de Veratu que depuis 3 jours et n'a encore rien appris. Cette fille possède vraiment un instinct inné qui lui sera bien utile. Le majordome s'incline respectueusement devant la princesse et déclare que sa confiance en elle est digne d'éloge. Soudain, le jeune homme s'agenouille devant la jeune fille et fait glisser délicatement un poignard qu'il a sorti de sa poche le long de sa main. Viola regarde Zéno avec effroi et ne comprend pas ce qui se passe, car cela ne s'est pas produit dans le livre. Sans faire de mal à la jeune fille, Zéno range le poignard dans sa poche et dit qu'il doit faire un rapport au duc. L'homme tend un morceau de papier à Viola et lui dit qu'il souhaite la familiariser avec le rapport. La jeune fille se met à lire. Le majordome écrit que la princesse a besoin d'une éducation de base, qu'elle possède les qualités requises, le désir de domination et la vanité. Surprise, la princesse poursuit sa lecture et découvre qu'il y a en elle une pointe de folie, mais qu'elle est aussi suffisamment intelligente pour la contrôler. Zéno s'incline devant la jeune fille et déclare très sincèrement qu'il fera tout son possible pour que Viola devienne duchesse. La princesse, effrayée, pense qu'au contraire, elle ne veut pas être duchesse. Elle veut juste rester en vie. Après s'être ressaisie, la jeune fille demande à Zéno de retrouver tous les documents familiaux, de préférence les plus détaillés. Pendant ce temps, Vichen annonce joyeusement à sa mère que la réunion était intéressante. La femme est furieuse car son fils a fait preuve de faiblesse face à l'ennemi. Elle explique au garçon comment se comporter avec ses ennemis, et le prince admet humblement qu'il avait tort. Le garçon sait que, pour toute faute ou désobéissance, il sera puni. Une femme souriante demande à son fils s'il est prêt pour la fesser. Brandissant un fouet, la mère se met à frapper encore et encore le dos sans défense de son fils. Viola est allongée sur le lit et pense que malgré le fait que tout se soit bien passé, la journée a été très difficile. Soudain, la jeune fille se redresse sur le lit et se souvient des actions de Zéno, qui ne figuraient pas dans le livre. Tout cela l'alarme. Soudain, Viola se souvient que, selon l'intrigue, Vichen devrait maintenant être puni pour l'avoir rencontré. La princesse appelle Zéno et lui dit qu'elle doit se rendre quelque part immédiatement. Pensant qu'elle doit rallier son frère à sa cause, la jeune fille ordonne au majordome de la conduire dans les appartements du prince. Le garçon tourmenté pleure à terre, persuadé que c'est à cause de lui que les mains de sa mère sont couvertes de marques de fouet. Zéno, en désignant la porte, dit qu'ils sont arrivés dans les appartements du garçon. Le majordome ouvre la porte et la princesse sent réellement l'odeur du sang et du désespoir dont elle avait entendu parler dans le livre. L'odeur du malheur qui émane du tourmenté Vichen. Soudain, le majordome personnel du prince barre le chemin à Viola et l'informe que le garçon ne souhaite voir personne. Zéno rapporte que la princesse souhaite absolument voir son frère, mais le second majordome assure que son maître, Vichen, refuse de le rencontrer. Le majordome du garçon insiste, d'une manière plutôt agressive, pour que les visiteurs partent. Zéno se tourne calmement vers la jeune fille et se demande ce qu'ils vont faire ensuite. La princesse se demande innocemment si sa servante peut éliminer l'ennemi par la force. Zéno sort un poignard de la poche intérieure de sa veste et le place sous la gorge du majordome. L'homme demande à Zénon de revenir à la raison et de ne pas enfreindre les règles selon lesquelles la violence ou le meurtre sont impossibles à l'intérieur des murs du château. En regardant Zéno, la jeune fille pense à quel point son visage et sa voix sont effrayants et à l'aura sinistre qu'il dégage. Pendant que les hommes évaluent leurs forces, Viola passe calmement entre eux et se dirige vers les appartements du garçon. Dès que la princesse est partie, les hommes se détendent et remarquent avec quelle assurance et quelle sérénité la jeune fille est passée devant eux. Le majordome du garçon remarque que Zéno a une excellente hôtesse et félicite sincèrement son collègue. Le majordome demande si Zéno est vraiment prêt à la servir. Le jeune homme répond qu'elle a un fort désir de domination et de vanité. Cet homme soutient que les efforts seuls ne suffisent pas pour le clan Veratu, mais que cette fille est née pour devenir une souveraine. Zéno raconte que Viola a donné le premier ordre en moins de 10 minutes
et qu'elle l'a réprimandée comme si elle était née et avait grandi dans cette famille. Le majordome se souvient comment, au cours de la conversation, Viola s'est oubliée et s'est appelée Veratu, comprenant parfaitement son rôle et sa place dans cette famille. En entrant dans la pièce, la jeune fille regarde autour d'elle avec surprise. La pièce mesure pas moins de 600 mètres carrés, et ce ne sont même pas les appartements du prince. Viola remarque l'une des portes, et, se souvenant de l'image du livre, comprend que Vichen doit se trouver derrière. En ouvrant légèrement la porte, elle remarque un garçon assis par terre, le dos couvert de blessures. S'approchant de son frère et voyant ses larmes, Viola dit qu'il a vraiment l'air terrible. Décidant de garder ses distances, la princesse s'assoit sur une chaise et déclare que Vicenne a été grièvement blessé. Le prince, inhabituellement silencieux et bouleversé, répond que c'est entièrement de sa faute. Viola ne sait plus quoi faire avec l'enfant pour qu'il dise sérieusement de telles choses. Soudain, la fille saute de sa chaise, s'approche du garçon et lui demande de lui tourner le dos. Vicenne est persuadée qu'elle va le battre, mais Viola la convainc qu'elle ne le touchera pas. La princesse déclare qu'un jour son frère se prosternera devant elle, rampant sur le sol et essayant de lui plaire. Le garçon accueille ce traitement avec enthousiasme. La fille poursuit en disant qu'elle n'aime pas un frère aussi pathétique, que ce serait ennuyeux de l'humilier. En voyant le dos de son frère de près, Viola est horrifiée. C'est trop même pour un duché fou issu d'un monde fantastique, car il n'a que 8 ans. La jeune fille ouvre son sac et en sort un étui contenant une pommade spéciale. Vishn demande avec enthousiasme si le couteau est empoisonné ou imbibé d'acide chlorhydrique. Bien que Viola commence à s'habituer au style de communication local, il n'est pas toujours possible de réagir calmement. Avec un soupir, la jeune fille répond que ce n'est qu'une pommade. La princesse explique qu'elle ne veut pas voir son pauvre frère à genoux. Il doit donc soigner rapidement ses blessures à l'aide d'une pommade cicatrisante. Soudain, le garçon désigne la main vers la zone de son cœur et dit qu'il ressent des sensations étranges à cet endroit, comme s'il avait mal, et des larmes lui montent aux yeux. Viola s'effondre et confie à son frère que la véritable raison de son désespoir est qu'il est physiquement opprimé dans ce château. Une règle absolue a été enfreinte. Selon l'intrigue, après de nombreuses années, Vicenne devra tuer sa propre mère car elle a enfreint la règle selon laquelle tous les enfants de moins de 10 ans sont sous la protection du château. Cependant, la mère répond par un sourire, signifiant que Vicenne doit tuer sa mère pour devenir un vrai roi. Le garçon est perdu, et la mère ajoute qu'elle est heureuse de voir à quel point le prince est devenu digne. Après cela, Vicenne devint un meurtrier. Mais Viola sait qu'en réalité, son frère ne voulait pas tuer sa mère. Il n'avait tout simplement pas le choix. La princesse affirme que sa mère a enfreint la règle, et qu'elle en paiera le prix en temps voulu, mais que le garçon ne doit pas l'accepter docilement. Soudain, Vichen, fixant un point précis, dit que sa mère lui avait confié une tâche. Viola ne comprend pas. Tout ne se passe pas comme prévu une fois de plus. La conversation concernant la tâche ne devrait avoir lieu que dans quelques jours. Mais se retournant, le prince, avec un sourire, demande à sa sœur si elle aimerait jouer avec lui. La princesse accepte, bien que, selon le livre, son frère lui ait suggéré de participer à la compétition plutôt que de jouer. Mais en tout cas, cet épisode est très important pour Viola. Le matin, Zéno prépare la princesse pour sa première séance d'entraînement, en lui expliquant les techniques habituellement utilisées par les voleurs. Si l'on ne respecte pas de tactique de combat spécifique, on peut vite s'épuiser. Le majordome tend à la jeune fille un poignard enduit d'un poison puissant et lui demande de faire attention à ne pas se blesser accidentellement. Avec un doux sourire, Zéno dit que si Viola est blessée par lui, elle ira trouver ses ancêtres. La princesse affirme qu'elle ne souhaite pas utiliser de poison pendant les jeux. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le majordome admet que la jeune fille a raison et essuie soigneusement le poison du poignard avec un mouchoir. Tendant à la jeune fille un poignard propre, l'homme lui souhaite bonne chance dans sa tâche. La princesse demande, surprise, si le serviteur l'accompagnera. Zéno dit qu'il accompagnera la dame, mais comme c'est la tâche du 5e prince, il n'a pas le droit d'intervenir. La tâche ou le jeu que Vicenne proposa consistait à punir les voleurs qui chassaient dans les monts Béto. Viola en arrive à la conclusion, après mûre réflexion, que cette tâche rappelle l'entraînement de Vicenne, car comment un garçon de 8 ans pourrait-il se mesurer à l'imposant chef des voleurs? La princesse a accepté de participer à ce jeu car le personnage masculin principal y apparaîtrait. La mère du personnage principal, Tundra, ne supportait pas la pauvreté et s'est enfuie alors que le héros était encore très jeune. Tundra est resté avec son père et sa sœur aînée malade. S'entraidant, ils ont pu sortir de la pauvreté. À l'âge de 6 ans, le garçon commença à chasser, réussissant à chaque fois, et ils ne connurent plus la faim. Tundra rêvait de devenir un chasseur célèbre,
et d'envoyer sa sœur au temple pour se faire soigner. C'était son rêve, et il croyait fermement qu'il se réaliserait. Mais un jour, le rêve de Tondra s'est brisé. En rentrant chez lui, il trouva son père mort. Comprenant qu'il ne pouvait plus aider son père, le garçon se mit à chercher sa sœur du regard. Comprenant que la jeune fille avait été kidnappée, Tundra partit à sa recherche. Le jeune chasseur découvrit les traces et les suivit pendant 3 jours, jusqu'à finalement arriver au repère des voleurs. Convaincu que sa sœur s'y trouvait probablement, il décida d'attaquer sans hésiter. Viola se souvient qu'à l'époque du jeu, on n'a plus rien dit du mystérieux Tundra, et que son visage n'apparaissait encore sur aucune photo. La jeune fille comprend que l'entraînement à venir est trop dangereux pour elle, alors elle invite Vicen à commencer. Viola conseille au garçon de faire de son mieux, mais de ne pas trop se surmener. Et dans un esprit de famille, Veratu ajoute que si les choses deviennent vraiment difficiles, ils viendront à la rescousse. Comme toujours, Vicen a mordu à l'hameçon et déclare avec colère qu'il peut tout gérer lui-même. Arrivé sur place, Zeno désigne le kiosque et explique qu'ils devront continuer à pied, car le chemin pour la calèche est trop étroit. Le garçon lance adroitement le poignard et constate avec déception que le kiosque est trop délabré et qu'il n'y a même pas de poste d'observation. Soudain, Vicen s'arrête et, avec une joie exubérante, déclare qu'il sent le sang. S'éloignant un peu, le garçon montre à sa sœur un cadavre qui avait été enterré auparavant, mais qui semble avoir été récemment profané. Viola est attristée, car même s'il s'agit d'un monde de livres, il est plein d'une cruauté incroyable. S'approchant de la maison, le prince, sans aucune crainte, se met à frapper à la porte et invite les brigands à sortir. Aucun bruit ne parvient derrière la porte. S'approchant, Viola remarque qu'elle vient d'être ouverte et la pousse hardiment. La jeune fille pense que peu de temps avant eux, Tundra est venu ici à la recherche de sa sœur. En entrant, les enfants constatent que quelqu'un a abattu l'observateur avec un arc, atteignant sa cible avec précision. Vincen rapporte qu'une bagarre a eu lieu ici récemment. C'est pourquoi ça sent le sang. Le prince s'enfonce plus profondément à l'intérieur. Zeno demande à Viola, qui s'est arrêtée, si elle suivra son frère. La jeune fille rapporte qu'en venant ici, elle a remarqué des empreintes de pas de jeunes et qu'elle souhaite enquêter. En revenant du kiosque, Viola remarque que si l'enfant n'avait pas eu peur de venir ici seul, c'est qu'il avait de bonnes raisons, ce à quoi Zeno répond qu'il est tout à fait possible que l'enfant soit mort. Viola sourit discrètement. Bien sûr que Tundra n'est pas mort, son histoire ne fait que commencer. Le majordome remarque qu'il n'y avait aucun désordre à l'intérieur. Il est donc fort possible que le combat du garçon ait été très court. Zeno est ravi. La jeune fille remarque chaque détail et le lui raconte délibérément afin de démontrer ses capacités. Arrivée devant la porte de la maison suivante, Viola l'ouvre et entre. Un jeune homme, assis contre le mur du fond, tremble de peur. Viola savait qu'elle le trouverait ici. Viola s'arrête brusquement, elle n'en croit pas ses yeux et cesse complètement de comprendre ce qui se passe. Le visage du garçon, caché dans le livre, lui est douloureusement familier. La jeune fille constate que nous sommes en juin, mais comment a-t-il pu se retrouver ici dans le monde fictif des livres? Viola s'approche lentement de l'homme, mais celui-ci sort un poignard et crie qu'il tuera quiconque s'approchera de lui. La jeune fille n'entend pas les menaces. S'approchant du jeune homme, elle relève le bas de son pantalon et aperçoit 3 grains de beauté sur sa jambe, disposés en triangle. Viola est transportée dans des souvenirs de sa vie réelle. Étant Erin, elle voit 3 grains de beauté sur la jambe de June et se dit que désormais, elle pourra toujours le reconnaître. June était la meilleure amie d'Erin dans la vraie vie, et la plus proche. L'homme avait 5 ans de plus que la jeune fille et était son seul soutien au sein du refuge. Pour son 19e anniversaire, le jeune homme a décidé de faire une surprise à sa petite amie. June a amené une amie à la réunion, la présentant comme sa petite amie. Erin, amoureuse d'un garçon, avait le cœur brisé et souffrait terriblement. Ayant un peu mûri, la jeune fille décida d'avouer ses sentiments au garçon et accepta de le rencontrer. Mais Erin n'a jamais pu le faire. June est décédée, mais elle était restée à jamais dans son cœur. Viola regarde la jambe de l'homme avec perplexité et ne comprend absolument pas comment il est arrivé là. Soudain, Tundra, fixant intensément la princesse, lui demande si elle est la fille d'un brigand. Viola se sent très bizarre, elle a des vertiges. Son ouïe est étouffée et une grille noire apparaît devant ses yeux. La jeune fille ne peut détacher son regard des yeux du garçon. Elle a l'impression que ses yeux se rapprochent et que le garçon semble grandir. Soudain, Tundra bondit, place un poignard sous la gorge de la princesse et exige que Zeno l'emmène voir le chef du gang. Le majordome se demande si sa maîtresse a vraiment commis une erreur aussi stupide. Soudain, les yeux de Viola deviennent rouges, comme si un garçon avait osé la menacer avec un couteau.
Zéno, remarquant le changement dans les yeux de la jeune fille, comprend avec soulagement qu'il ne s'agissait que d'une distraction. Soudain, Viola assène un coup bref et fulgurant, et le jeune homme s'effondre au sol. La jeune fille place le poignard contre le visage de Tundra et en fait glisser la pointe le long de sa joue. Avec un regard malicieux, Viola demande ce qui arrivera à l'homme si elle se déplace sur le côté. Soudain, la vision de la jeune fille se trouble. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Est-ce vraiment la véritable Viola qui a repris ses esprits? La jeune fille reste figée devant le garçon vaincu et, désespérée, elle pense qu'il doit la vaincre elle aussi. Mais Viola comprend que Tundra a abandonné, comme Erin l'a fait sur le pont. La princesse comprend que cet homme a tout perdu et qu'il souhaite mourir de désespoir, mais elle ne le permettra pas tant qu'il sera dans le corps de June. June a toujours soutenu Erin et cette fois-ci, elle sera à ses côtés. Zéno affirme que la princesse a délibérément montré ses faiblesses afin de distraire l'ennemi. Vicenne déclare avec assurance qu'il pourrait facilement en faire autant. La jeune fille comprend que ce n'est pas elle qui a fait tout cela, mais la véritable Viola. Est-ce vraiment un effet secondaire du fait de se retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre? Cherchant à tout moment comment sauver Tundra, la jeune fille déclare qu'elle l'aimait bien et qu'elle voulait en faire un jouet. Arrivée au château, Zéno se tient au-dessus du jeune homme dans les appartements de Viola et lui demande ce que la dame ordonnera de faire de lui. La princesse, généreuse, permet qu'on le laisse sur le sol, qu'il plaise à la vue. Le majordome lève la main, une lueur bleue magique commence à scintiller dans sa paume. La magie soulève le jeune homme, lui écarte les bras et le laisse dans cette position. Zéno demande, perplexe, ce que la princesse compte faire de lui. La jeune fille répond pensivement que puisque ce chien l'a mordu, elle doit commencer à le dresser. Devinant les intentions de Viola, le majordome rapporte qu'il existe des règles dans le château d'hiver, mais que, pour le bien de sa maîtresse, il fera semblant de n'en rien savoir. Se retrouvant sans majordome, la princesse panique et se demande quoi faire, car elle a amené Tundra au château pour la sauver. Mais elle va devoir commencer à l'élever. Assurément, une seule mesure éducative a été prise dans la famille Veratu. Viola regarde le jeune homme et se demande si elle peut le punir ainsi pour le sauver, d'autant plus qu'il ressemble à June. Soudain, le garçon reprend ses esprits et ouvre les yeux. Tundra se met à se débattre frénétiquement. Il ne comprend pas ce qui se passe et tente de se libérer de ses chaînes. Avec regret, Viola réalise que ce garçon n'est pas son June. Il lui ressemble juste physiquement. La princesse invite le jeune homme à se calmer et à l'écouter. La jeune fille raconte que le garçon, imprudemment, est monté seul dans ce kiosque, a tué 2 personnes, puis que l'homme blessé s'est assis dans un coin et a tremblé sans jamais retrouver sa sœur. La princesse est certaine que le garçon veut maintenant tout abandonner comme le dernier lâche, sans venger sa famille. Soudain, Viola avoue qu'elle était comme ça elle aussi, et Tundra est très surpris par ce tournant soudain dans la conversation. La jeune fille raconte qu'elle a grandi dans un orphelinat et qu'après avoir été adoptée par le duc, elle est devenue Viola Veratu. La princesse déclare avec émotion qu'elle comprend mieux que quiconque le garçon qui a soudainement perdu sa famille. Viola lui promet qu'elle sera avec lui, et ces mots font pleurer le garçon. La jeune fille raconte qu'elle s'est vengée des ennemis du jeune homme et lui a sauvé la vie en l'emmenant avec elle au château. Finalement, le garçon se calma, s'assit tranquillement et fut prêt à écouter la princesse. Tundra demande à Viola pourquoi elle l'aide. La jeune fille répète qu'elle le comprend très bien et qu'elle veut l'aider. La jeune fille reconnaît qu'étant orpheline, elle a vraiment besoin de personnes qui lui soient dévouées. La princesse tend la main au garçon et dit qu'elle souhaite vraiment le considérer comme sa personne. Après avoir réfléchi un instant et pris sa décision, l'homme, d'un accord tacite, répond à la poignée de main. Viola remarque que, contrairement à June, Tundra a un air froid et méfiant. Voyant l'hésitation du jeune homme, la princesse espère qu'il comprendra tout, car dans le livre, le garçon était un personnage intelligent et rationnel. Soudain, le jeune homme déclare que puisque c'est sa dernière chance, il devrait devenir le chien de la princesse. Viola pense que, aussi répugnant que cela puisse paraître, c'est le seul moyen de conserver la Tundra dans la famille Veratu. Si un garçon est pris pour un jouet, personne ne le suivra ni ne rivalisera avec lui. Dans le même esprit que la famille du duc, Viola fait comprendre que les chiens qui mordent leur maître ne devraient pas être pardonnés. La jeune fille rapporte que le jeune homme a besoin d'entraînement. Tundra remarque avec stupéfaction que le regard de la princesse est devenu froid. Soudain, le garçon lui demande s'ils se sont déjà rencontrés quelque part. La fille répond avec crainte que ce soit impossible. Viola se souvient que dans le livre, Tundra était très inquiet de ne pas pouvoir enterrer son père. Alors il dit aux garçons qu'ils iront le rejoindre et accompagneront son père dans son dernier voyage.
Le jeune homme, gêné et touché par cette sincère attention, remercie discrètement la princesse. Le garçon se lève et dit qu'il s'est déjà calmé et qu'il est prêt à être puni. Viola gagne du temps avant l'inévitable et déclare que le jeune homme sera blessé. Se persuadant qu'elle doit se comporter comme Veratu, Viola prend le fouet et, avec un sourire, conseille au garçon de crier magnifiquement. La princesse est convaincue que Zéno écoute à la porte et, pour éviter les soupçons, elle prend un fouet et commence à frapper. Soudain, Vicen entre en courant dans la pièce et, assistant à la punition, appelle sa sœur. Le prince remarque avec enthousiasme combien le jeu de Viola est intéressant. La jeune fille lui demande impoliment pourquoi il est venu. Le garçon répond innocemment qu'il voulait simplement voir ce que sa sœur faisait avec son nouveau jouet. Soudain, les yeux de Wishen se mettent à briller d'une couleur sanglante, et il demande à la princesse si elle veut bien appliquer de la pommade sur les blessures du jouet. Viola est perplexe quant à la raison pour laquelle de telles questions sont posées et pourquoi le garçon s'en soucie. Vicen déclare avec colère que si la fille fait cela, il tuera le garçon. Le prince se met à hurler, à taper du pied et déclare avec colère que sa sœur n'aurait pas dû oser faire cela. Viola répond froidement que si son frère tue son jouet, ils parleront différemment. Vicen bouillonne de colère et déclare qu'il devrait être le seul dont la princesse pansera les blessures. Viola comprend que le garçon ne veut céder son titre de champion à personne et dit à son frère qu'il se comporte très étrangement. La princesse dit que les Veratu agissent toujours avec sagesse et rationalité, et qu'un petit effort de plus et Vicen la décevra complètement. Viola demande à son frère de lui donner une raison valable, sinon elle ne soignera plus jamais ses blessures. Le garçon comprend qu'il a perdu et, avec une indifférence ostentatoire, dit à sa sœur qu'elle peut panser les plaies de n'importe qui. En partant, Vicen pense avec colère que lorsque la fille aura 10 ans, il tuera réellement Tundra. En quittant les appartements de sa sœur, le prince se souvient des paroles de sa mère selon lesquelles Vérat devait être prêt à tuer n'importe qui. Mais pour une raison inconnue, il ne souhaite pas tuer Viola. Viola ne comprend pas pourquoi Vicen est si attaché à cette pommade. Il y a quelque chose qui cloche. Se rendant compte que Tundra a suffisamment été punie, la princesse appelle Zéno. La jeune fille annonce qu'elle a terminé sa formation, que le majordome doit tout nettoyer et qu'elle a besoin de se reposer. Zéno observe avec approbation le jeune homme tourmenté et pense que sa maîtresse est la véritable Veratu. Soudain, le jeune homme se souvint comment Tundra avait mis un couteau sous la gorge de sa maîtresse. S'il en avait eu la possibilité, il aurait mis cette petite bête en pièces. Viola voit avec horreur toute la rage qui se lit dans les yeux de Zéno. Son comportement et ses paroles effraient la jeune fille. Pour Veratu, la générosité est un luxe inabordable. Il est fort probable que la jeune fille fasse l'idiote et que le majordome la teste une fois de plus. Viola comprend qu'elle ne pourra pas étouffer l'affaire. Elle demande à Zéno de l'accompagner dans une autre pièce. En franchissant la porte, la princesse gifle le majordome de toutes ses forces. Avec arrogance, la jeune fille déclare que Zéno peut la mettre à l'épreuve autant qu'il le souhaite, mais qu'il ne devrait pas le faire aussi ouvertement. Viola déclare avec colère que le majordome ne la prend pas au sérieux. Le jeune homme se repent sincèrement. Il est prêt à se couper la main pour implorer le pardon de sa maîtresse. Regardant Viola intensément, il lui demande si elle veut lui ôter la vie. Viola répond sèchement que s'il était mort, il ne pourrait plus la servir, et que sans bras, l'efficacité de son travail en serait diminuée. Finalement, la jeune fille conseille au majordome, la prochaine fois, de réfléchir d'abord et de parler seulement ensuite. En observant la princesse, Zéno pense avec admiration à quel point elle s'efforce désespérément de maîtriser sa folie. À seulement 7 ans, et déjà avec une telle force de volonté et d'esprit. Le majordome est certain que si la princesse n'avait pas utilisé son mana pour se protéger, il ne resterait plus 1 cm² de son visage. Lors de sa première rencontre avec Vicen, la jeune fille a également insufflé du mana dans la plume, ce qui lui a permis de percer le dôme protecteur du prince. Viola possède une aptitude naturelle à manipuler le mana et a atteint un certain niveau dans ce domaine. Zéno demande d'un ton obséquieux si la princesse l'a ensuite emmenée hors de la pièce, afin de ne pas diminuer son autorité aux yeux du jouet. Le majordome admet obséquieusement qu'il serait agréable que Viola dirige la famille Veratu. La jeune fille, stupéfaite, pense que la gifle a eu un effet fulgurant. Après tout le monde dans ce château est un peu fou. Quelques jours plus tard, comme Viola l'avait promis, elle et Tundra firent leurs adieux à son père. Sous prétexte que le garçon ne correspondait pas au statut de princesse, on lui donna une chambre, on le nourrit bien et on l'habilla de beaux vêtements.
Tindra devint peu à peu le fidèle chien de la princesse, mais soudain un problème surgit. Si une fille regardait un garçon dans les yeux pendant longtemps ou le touchait, la vraie Viola apparaissait. Ayant décidé qu'elle ne pouvait pas laisser la véritable Viola prendre possession de son corps, la jeune fille tente de passer le moins de temps possible en compagnie du garçon. Tindra ne comprend pas pourquoi la princesse est devenue si froide et ne le regarde plus avec la même tendresse qu'avant. Une fois que Zéno eut informé la princesse que Vicenne avait de nouveau été soumis à des mesures éducatives, Viola décida de rendre visite à son frère. La jeune fille s'approche des appartements du prince et regarde attentivement à l'intérieur. Soudain, la jeune fille se fige d'horreur. Une fois de plus, l'intrigue du livre est perturbée. Cette rencontre aurait dû avoir lieu un peu plus tard. Debout au-dessus du corps inanimé de Vicenne gisant sur le sol, se tient sa mère, la duchesse Isabelle. Soudain, la femme se retourne et annonce que Viola est enfin arrivée, son frère l'attendait. La princesse se fige sur le seuil, stupéfaite par ce qu'elle voit, mais pas préparée à cette rencontre. La duchesse Isabelle n'était devancée que par Héron en termes de pouvoir et d'influence, et était également liée à lui par un mariage politique. Il n'y a jamais eu d'amour entre eux, mais ils sont restés fidèles l'un à l'autre. La princesse s'incline poliment et salue la duchesse. La femme remarque que la jeune fille était bien préparée puisqu'elle l'a reconnue immédiatement. La jeune fille ressent une force énorme émanant d'Isabella, et la femme, remarquant la tension de Viola, dit que la jeune fille réfléchit vite. Ce n'est pas pour rien qu'elle est d'origine modeste. En observant son fils, Isabella remarque que c'est un bon garçon, mais qu'il manque de colère car il a grandi dans un environnement surchauffé. Soudain, la femme déclare qu'une roturière ne devrait pas fréquenter un garçon de sang noble. Non seulement cette femme souhaite limiter leurs échanges, mais elle va aussi offrir une fleur blanche à la jeune fille audacieuse. Isabella se demande avec ironie si c'est la coutume pour les gens de basse extraction de dormir éternellement avec des fleurs blanches. La jeune fille ne le supporte pas et dit qu'elle n'est pas issue d'un milieu modeste, mais de famille pauvre. Isabella répond avec un sourire : « Il n'y a aucune différence. » Viola réplique avec fureur que même dans la pauvreté, on peut rester noble, et que les riches peuvent être de basse extraction. La duchesse prévient que les personnes extérieures n'ont pas le droit d'exprimer un avis sur la façon dont une mère devrait aimer et élever son enfant. La jeune fille au doux sourire dit qu'elle n'est pas une étrangère, qu'elle et Vicenne sont maintenant frères et sœurs et appelle Isabella maman. À ce moment-là, Vicenne commence à reprendre ses esprits et ouvre les yeux. En examinant son frère, Viola remarque que cette fois, à en juger par les traces, Isabella a utilisé du poison. La jeune fille est furieuse et dit à la duchesse ce qu'ils penseront d'elle lorsqu'ils découvriront que sa mère a enfreint une règle absolue du château. Isabelle explique froidement que le prince trouve amusant de jouer avec son rival et que c'est à cause de ses pensées absurdes qu'elle a dû commencer à prendre sous son aile le futur héritier. Viola écoute avec colère que la mère a donné une leçon au garçon pour qu'il soit attentif et prudent. Soudain, la princesse demande à Zéno s'il a sur lui un appareil d'enregistrement magique. Le majordome acquiesce d'un signe de tête et la jeune fille ordonne l'enregistrement des blessures de Vicenne. Soudain, sans faire le moindre bruit, Isabella se retrouve près du majordome et le saisit par le cou. Serrant de plus en plus fort son cou, la femme ordonne à Zéno de retirer l'appareil. Le majordome répond avec un sourire qu'il ne fait qu'obéir aux ordres de la princesse. La jeune fille remarque avec joie qu'à en juger par le comportement de la duchesse, elle-même se sent coupable. Isabella serre encore plus fort sa main et du sang apparaît clairement sur les vêtements du majordome. Voyant le regard complètement dément de sa mère adoptive, Viola réalise qu'elle risque de perdre sa servante, alors elle ordonne à Zéno d'obéir. Isabella remarque avec ironie que sa plus jeune fille est assez effrontée et ne s'ennuiera pas lors du dîner de bienvenue. En regardant son frère à moitié mort, Viola espère qu'il pourra confirmer tout ce que sa mère lui fait subir. La jeune fille se penche sur Vicenne et s'apprête à soigner ses blessures. Isabella observe ses gestes avec mépris. En observant la jeune fille, la duchesse comprend pourquoi son mari a décidé d'adopter Viola. Elle sera une rivale dangereuse. La jeune fille, prise de pitié, applique de la pommade sur les blessures de son frère et pense que cette fois, la duchesse a franchi toutes les limites. Viola ne comprend pas les sentiments qui unissent la mère et le fils. Ce n'est pas de l'amour, mais de la dépendance et de la violence. Vicenne, qui a retrouvé la raison, déclare que c'est très probablement lui qui aura affaire à la princesse, et que s'il est destiné à souffrir, alors que ce soit par la main de sa sœur. Le garçon déclare joyeusement que sa sœur ne peut pas mourir à cause de quelqu'un d'autre. C'est Vicenne qui doit la tuer. Viola ne sait pas si elle doit pleurer ou rire, mais ces mots ressemblent davantage à une déclaration d'amour dans l'esprit de Vicenne.
Viola dit au garçon d'aller se coucher, elle va le bercer pour l'endormir car il n'arrive pas à dormir. Se rendant compte de son erreur, la princesse précise qu'elle a lu dans les notes de famille des informations concernant son insomnie. Le garçon essaie de se lever et se demande comment Viola va l'endormir. La princesse met le garçon au lit et lui dit qu'elle ne lui donnera ni somnifère ni poison. Vicenne est surprise de constater à quel point ses mains sont petites et ses poignets fins. La jeune fille regarde son frère avec pitié et comprend qu'il ne va pas simplement s'endormir, mais qu'il existe une méthode décrite dans le livre. La jeune fille pose sa main sur la tête de son frère et se met à fredonner doucement. Vicenne a été formée par Isabella dès sa plus tendre enfance. Le garçon endura jusqu'au bout, et lorsqu'il n'eut plus de force, il s'endormit. Sa mère ne vint pas à lui, et il eut si peur de la nuit qu'il devint insomniaque. Vicenne s'était endormie et Viola s'apprêtait à partir, mais soudain le garçon lui prit la main et lui demanda de rester. Vicenne pleure dans son sommeil et, à travers ses pleurs, supplie Viola de rester encore un peu avec lui. La jeune fille essuie ses larmes et son cœur se serre de pitié pour l'enfant. Tôt le matin, le majordome tente de réveiller la princesse, mais il n'y parvient pas. Zéno dit qu'il doit clarifier quelques points pour son rapport du matin au duc. Le majordome en déduit que les yeux de sa maîtresse étaient remplis de haine. Mais à certains moments, elle s'est montrée aimable et a même semblé un peu contrariée. Les personnes assoiffées de sang ne devraient pas éprouver de telles émotions, même si la duchesse Isabelle en personne se trouve devant elle. Zéno pense que la jeune fille a faim d'être contrariée, notamment pour la duchesse, et il souhaite vérifier si cela est vrai ou non. Mais Viola n'arrive pas à ouvrir les yeux. Elle a passé la moitié de la nuit avec Vicenne, et maintenant, elle ne souhaite que dormir. Zéno examine la princesse endormie et est surpris de constater qu'elle est très mignonne lorsqu'elle dort, même s'il ne faut pas le dire. Soudain, le majordome en conclut que Viola le met à l'épreuve, car un homme qui contrôle le mana ne peut s'empêcher de contrôler son sommeil. Héron, qui a chaud après sa douche, enfile un peignoir, mais ne le noue pas. Carlton accourt, noue sa robe et dit que si Madame Raël était encore en vie, elle serait contrariée, car elle s'inquiétait toujours pour la santé du duc. Héron se souvient de Raël, le seul au monde qu'il ait aimé de tout son cœur. N'ayant jamais accompli sa destinée, Raël a quitté ce monde il y a 15 ans. Le majordome rapporte que Zéno est arrivé il y a une demi-heure avec un rapport et qu'il attend d'être reçu par le duc. Après avoir écouté le rapport, Héron remarque avec intérêt qu'Isabella se méfie de Viola. Le duc songe au fait que sa femme lui raconte tout ce qui se passe dans la maison, mais que, pour une raison inconnue, elle ne mentionne jamais la princesse. Le duc se demande avec intérêt pourquoi Isabelle se méfierait soudainement d'une enfant de 7 ans. Après la mort de Raël, le duc semblait avoir oublié ce que représentaient les émotions. Il ne se concentrait plus que sur le travail. Carlton se réjouit de constater que le propriétaire a enfin trouvé quelqu'un qui suscite son intérêt. Héron continue de méditer sur le rapport de Zéno, dans lequel il décrit Viola comme capable de porter des masques et d'utiliser les autres à ses propres fins. Zéno assure au duc qu'il ne regrettera pas d'avoir vu la jeune fille en personne. Le duc est surpris que le majordome ait une telle confiance en son protégé qu'il insiste pour le rencontrer personnellement. Zéno rapporte avec enthousiasme que la dame lui a organisé une épreuve. Héron, se tournant vers Carlton, demande dans combien de jours aura lieu le dîner de bienvenue. Le majordome répond que dans 3 jours. Après un moment de réflexion, le duc informe Zéno qu'il verra la princesse demain à 3 heures. Soudain, le majordome demande la permission de dire autre chose, mais non pas en tant que majordome, mais simplement en tant qu'homme nommé Zéno. Le duc, perplexe, l'y autorise. Le jeune homme, gêné, après avoir rassemblé ses idées, déclare qu'il trouve la princesse Viola très mignonne. Le duc et Carlton sont désemparés. Ils ne s'attendaient pas à entendre cela de la part d'une des personnes les plus cruelles. Zéno ajoute qu'un tel mot ne convient pas à la famille du duc, mais qu'en même temps, la princesse est une véritable Veratu. Le duc répond froidement qu'une telle qualité inutile n'a aucune signification pour la famille Veratu. Le matin, Zéno propose à la princesse des robes les unes après les autres, mais aucune ne lui plaît. La jeune fille est constamment sous tension. Elle attend sans cesse toutes sortes de vérifications de la part du majordome. Le jeune homme note constamment quelque chose, cette fois-ci précisément quelle robe la princesse n'a pas aimée. Le domestique dit que c'était son erreur, il n'a pas trouvé les vêtements qui plaisaient à Viola. Quelque temps plus tard, on trouva une robe qui convenait à tout le monde. Aidant la princesse à descendre de la calèche, le majordome annonce qu'il l'accompagnera. En regardant Zéno, la princesse se demande ce que le type a encore inventé. De quel genre de rendez-vous il parlait. Des jeunes se dirigent vers le café Azulésia, où, comme indiqué dans le livre, sont servies les plus délicieuses tartelettes aux œufs.
La jeune fille rêvait de goûter ces tartelettes. Elles étaient décrites si délicieusement dans le livre, et maintenant elle en avait l'occasion. La princesse est au 7e ciel. Elle n'a jamais rien goûté d'aussi délicieux de toute sa vie. Soudain, la jeune fille remarque que le café est étrangement silencieux et que tout le monde se tient dans une posture respectueuse. La princesse se fige aussitôt surprise. Elle comprend maintenant ce qui se passe. La jeune fille ne comprend pas ce que fait Duke Heron ici, ni si cela pourrait être un accident. La princesse comprend qu'elle doit se lever et saluer le duc, mais le dessert est si délicieux qu'il lui est impossible de s'en détacher. La jeune fille regarde Zéno avec mépris. On aurait pu se douter que ce trompeur ne l'inviterait pas à sortir comme ça. Face à un tel manque de respect, tous les clients du café se mettent à chuchoter, mais le duc leur fait signe de se taire. Héron s'approche de la table. Viola comprend que si elle se lève maintenant, elle ne fera qu'empirer les choses. Elle doit jouer avec assurance jusqu'au bout. La jeune fille lève la tête, sourit et salue poliment l'homme. Héron s'assoit à table et demande à Viola pourquoi elle le regarde avec autant d'insistance. La jeune fille répond, perplexe: « Est-ce indélicat de regarder l'homme qui va devenir son père ?» Le duc répond que oui, et interpelle Carlton sans tact. Le majordome présente les documents, et Héron remarque calmement qu'il est déjà le père de la fille. Viola examine le certificat, qui stipule que depuis hier, elle est officiellement la fille d'Héron Veratu. Se souvenant que le héron, amateur de livres, n'aime pas les enfants obéissants, Viola demande avec arrogance si cela signifie qu'elle devrait être comblée de gratitude. La princesse continue tranquillement à manger sa tarte aux œufs, sans prêter attention au duc. L'homme est stupéfait par une telle insolence et une telle ingratitude, mais pour une raison inconnue, cela ne le met pas en colère. Soudain, la fillette tend un gâteau à son père. Géron est surpris qu'elle ait pensé à lui faire plaisir, mais la princesse répond d'un ton bougon que c'est une exception. Viola admet qu'elle regrette de le confier à l'adoption, mais c'est sa façon d'exprimer sa gratitude d'avoir maintenant un père. Soudain, l'homme tend la main et retire tendrement la miette du visage de la fillette. Craignant de paraître faible, Héron ordonne aussitôt à Zénon d'aborder la question de l'étiquette. Veratu ne laisse pas de miettes sur ses lèvres lorsqu'il mange. Héron remarque que tous les habitants du château d'Hiver saluent toujours le duc avec respect. La jeune fille répond calmement que si le duc le souhaite, elle le fera certainement. Viola rapporte que, selon elle, le duc ne s'attend pas particulièrement à cela de sa part. La jeune fille affirme qu'elle ne fera pas ce que son père ne veut pas. Héron se souvient que son Raël répétait sans cesse cette phrase. Héron change de sujet et dit que Zéno lui a fait un rapport sur la capacité de Viola à manipuler les gens en utilisant des masques et des prétextes. Le père déclare froidement que la princesse a fait le bon choix. Pour dominer, elle doit faire semblant, et d'ailleurs, la jeune fille n'est pas une princesse de pure race. Soudain, une menace se fait entendre dans la voix du duc. Il déclare que maintenant que la jeune fille a choisi le mauvais masque, elle doit se comporter comme une véritable Veratu. La jeune fille répond avec audace qu'elle a sincèrement demandé au duc d'être son vrai père et qu'il doit donc la traiter avec soin. Carlton intervient, déclarant que la jeune fille devrait faire attention à ses paroles, mais le duc l'interrompt d'un geste. Au moment de son départ, son père lui dit calmement qu'ils se reverront bientôt au dîner de bienvenue. La jeune fille fait une révérence respectueuse et dit au revoir à son père. Laissée seule, la jeune fille expire avec soulagement. Cette méthode de gestion des émotions exige beaucoup de force. Dans une vie antérieure, la jeune fille avait vu sur le blog de l'auteur un article montrant qu'Héron s'occupait secrètement d'un adorable hérisson, ce qui signifie qu'au fond, il aime les choses mignonnes. Comme Viola est initialement peu douce et tendre, elle doit recourir à la méthode du contrôle des émotions. Sur le chemin du retour, le duc pense que le rapport de Zéno était tout à fait raisonnable. La jeune fille s'efforçait de toutes ses forces de dissimuler sa folie et d'agir comme une fillette de 7 ans ordinaire. Soudain, Héron demande à Carlton si c'est vrai que tous les enfants ont des joues aussi rondes et douces. Le majordome est quelque peu perplexe, se disant que la peau des enfants est très délicate et qu'elle peut même être blessée par des objets contondants. Le duc sourit pensivement à ses pensées. La petite fille voulait le tromper en se cachant sous un masque, c'est intéressant. De retour au château, la princesse s'effondre d'épuisement sur le lit, avec l'impression d'avoir été à la fois en enfer et au paradis. Viola se demande ce que Zéno a dit au duc pour qu'il décide personnellement de la rencontrer. Sentant le danger constant que représente le majordome, la jeune fille décide de vérifier quelque chose et ordonne à Zéno d'amener Tundra. Un jeune homme entre dans la pièce et demande si la maîtresse l'a appelé. En examinant le garçon, Viola se rend compte que, quoi qu'on en dise, il ressemble à June, 12 ans.
Viola demande à Tindra s'il sait pourquoi elle l'a amené au château. Le jeune homme répond calmement qu'il doit devenir le chien de sa maîtresse. La jeune fille s'approche du garçon, expliquant qu'elle a besoin d'un chien de chasse bien dressé, au croc acéré. La princesse examine le jeune homme et lui demande quel type d'arme il possède. Viola augmente progressivement le contact avec le garçon, lui prend la main mais pour l'instant, rien ne se passe. Auparavant, lorsque vous tentiez de regarder un jeune homme dans les yeux et de le toucher, la vraie Viola commençait à se révéler. Vous devez déterminer ce seuil afin d'être préparé aux conséquences. La jeune fille continue de dire des bêtises, testant sa réaction au contact tactile. Après avoir examiné le garçon sous tous les angles, Viola en arrive à la conclusion que si on ne le prend pas dans ses bras, alors tout va bien. La princesse dit en entrelaçant ses doigts que si le garçon est le fils d'un chasseur, cela devrait se voir à ses mains. Le jeune homme est terriblement gêné. Il éprouve des sentiments totalement incompréhensibles. Pendant que Viola lui palpe les doigts, Tindra répète pour la deuxième fois qu'il a vu la princesse quelque part, mais elle nie. La princesse se souvient que le futur maître de Tindra dira qu'il a d'excellents réflexes et des aptitudes innées, que son corps est idéal pour manier l'épée. La jeune fille explique sans détour à Tundra qu'il doit maîtriser non pas le tir à l'arc, mais le maniement de l'épée. Le jeune homme avoue n'avoir jamais tenu d'épée entre ses mains, car les pauvres n'en ont pas l'occasion. Viola, continuant d'examiner la main du garçon, répond qu'il a eu de la chance de devenir le chien de la princesse Veratu. La princesse dit qu'elle a besoin d'un chien capable de manier l'épée, et pour cela, elle va présenter Tindra à un maître exceptionnel. La jeune fille fixe intensément le garçon dans les yeux et compte les secondes jusqu'au retour de Viola. Mais Tindra, gênée, rougit et détourne le regard. Soudain, le garçon demande si toutes les dames aristocrates touchent autant le corps des hommes. Viola est prête à tomber à travers la terre. Elle a la conscience d'une jeune fille de 21 ans. Elle n'a pas perçu Tundra comme un homme. Le garçon tombe à genoux devant la princesse et jure qu'il fera tout pour elle, qu'il maîtrisera n'importe quelle arme et qu'il aiguisera ses crocs. Le jeune homme pense être prêt à tous les sacrifices, pourvu que la princesse cesse de le percevoir uniquement comme un chien fidèle. Tindra se penche vers la chaussure de la jeune fille pour lui témoigner son respect et son dévouement. La jeune fille fait un bond sur le côté, horrifiée et indignée. Viola comprend que dans ce monde, ce geste est une expression de respect sincère, mais que pour une personne du XXIe siècle, il est inhabituel et déplaisant. De retour dans sa chambre, Tindra s'assoit sur le lit, perdu dans ses pensées, lorsqu'elle entend frapper à la porte. Zéno entre et dit qu'il a apporté de la nourriture pour le chien de Sa Majesté. Le jeune homme gêné demande au majordome de l'appeler Tundra. Zéno accepte avec indifférence. Soudain, le majordome remarque un morceau de papier sur la table où est inscrit le mot « compagnon » et demande ce que c'est. Le jeune homme confie que son père lui a toujours appris à écrire et à dire ses rêves à voix haute, car alors ils se réaliseront forcément. Tindra explique à Zéno que les chiens gardés à domicile par les aristocrates sont appelés des compagnons. Le rêve du jeune homme est désormais de devenir non seulement un chien fidèle pour la princesse, mais un véritable chien de compagnie. Peut-être alors Viola reprendra-t-elle sa main et verra-t-elle en lui plus qu'un simple garçon de ménage. Zéno regarde Tindra d'un air pensif. Le compagnon a l'air bien, peut-être que quelque chose en sortira. Le majordome désigne la dépendance et indique à la princesse que la personne dont elle a besoin se trouve dans un bâtiment séparé de ce côté-ci. La plupart des invités qui pouvaient séjourner dans le domaine étaient de grands marchands, des personnalités célèbres, des chevaliers et autres. Parmi eux se trouvait Hickson, le compagnon d'armes du duc Héron. Hickson était considéré comme un héros en son temps, mais cette époque est révolue. La princesse dit innocemment que maintenant Hickson est traité de fou qui ne sèche jamais. Le majordome demande pourquoi la dame a choisi cet homme à la réputation très sulfureuse pour servir ses intérêts. Viola pense que personne ne prendra Tundra au sérieux s'il est formé par un ivrogne. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est de Hickson que Tundra apprend à manier une épée extraordinaire. Un homme à l'allure négligée contemple le coucher du soleil avec nostalgie, les voix des femmes et des enfants résonnant sans cesse dans sa tête. Les domestiques, observant l'homme qui a toujours sa bouteille à côté de lui, discutent du fait que, comme toujours, il n'est pas dans son assiette. Soudain, Hickson se met à crier sur les filles et les chasse en agitant les poings comme un ivrogne. Soudain, l'homme entend la voix d'un enfant lui demander s'il croit vraiment pouvoir ressusciter sa fille morte de cette façon. Hickson se retourne brusquement et aperçoit devant lui une petite fille vêtue de vêtements élégants et accompagnée d'un majordome. L'homme se lève d'un bond, brandissant une bouteille, traitant Viola de folle et lui ordonnant de déguerpir.
La princesse observe calmement Hickson brandir une bouteille vers elle et annoncer froidement que sa fille est morte. Soudain, l'ancien chevalier baisse la main, impuissant, et répète tristement à la jeune fille de le laisser tranquille. Mais Viola demande soudain à Hickson s'il veut savoir qui a tué sa fille. La princesse fixe l'homme intensément et déclare avec émotion qu'elle a vu comment tout s'est passé. Hickson est confus et ivre. Il ne comprend rien et demande désespérément à la jeune fille qui elle est. Viola espère que l'homme va se remettre de son choc et commencer à raconter ce que sa fille a vu. 11e rue, quartier pauvre, scène de crime dans les égouts. Viola se cachait derrière un tuyau et aperçut une jeune fille aux cheveux roux flamboyants qui, même avant de mourir, croyait que son père viendrait la sauver. Ce terrible moment a marqué l'âme d'Erin pendant sa lecture du roman. Hickson ne comprend pas comment cela est possible. Après tant d'années, une jeune fille apparaît, témoin de la tragédie. Viola affirme savoir beaucoup de choses, par exemple que l'homme en face d'elle est un ami de son père, le propriétaire du château d'hiver. Hickson se souvient qu'il y avait une sorte d'agitation dans le château et que les servantes discutaient du fait que le propriétaire avait adopté la pauvre fille. L'homme, regardant la princesse souriante, lui demande pensivement si c'est bien elle, Viola. Intéressé par les paroles de la princesse, Hickson les invite à ses toilettes extérieures, avouant avec gêne que son logement est un peu en désordre. Zéno remarque avec un sourire quel honneur c'est d'être le premier invité dans cette maison. Le majordome s'assoit sur un canapé sale et explique à Viola que Hickson n'a autorisé personne à entrer dans ses appartements pendant 3 années consécutives. La jeune fille pense que c'est tout à fait dans l'esprit des rondes d'attribuer des chambres à un ami et de ne jamais lui rendre visite. En examinant Viola, Hickson remarque que son ami a une fille hors du commun. La princesse affirme qu'au moins 2 criminels ont enlevé la fille de cet homme. Alors qu'Hickson recherchait sa fille, il a perdu sa femme. Il est évident que quelqu'un a tout manigancé. La jeune fille invite l'homme à réfléchir à la possibilité que tout cela ne soit qu'une simple coïncidence. Hickson se souvient qu'à ce moment-là, il n'était pas lui-même et qu'il était incapable de raisonner de manière sensée. Mais lorsque Viola en a parlé, il a commencé à comprendre. L'homme fait remarquer que la princesse ne dirait probablement pas tout comme ça et lui demande ce dont elle a besoin. Viola explique qu'elle a un chien qui est humain mais qu'il n'est pas dressé et qu'elle souhaite que Hickson le dresse. La jeune fille explique qu'il n'est pas nécessaire de posséder des compétences particulières. Il suffit d'apprendre au garçon à manier l'épée. Viola ne s'attendait pas à entendre un refus catégorique de la part de Hickson aussi rapidement. La jeune fille promet que si l'homme accepte, elle retrouvera les assassins de sa fille. Le chevalier répond qu'il peut s'en charger lui-même. La jeune fille sait que, selon l'intrigue, Hickson les trouvera lui-même. Pour faire face à lui, elle devra utiliser ce qui est bon pour Hickson. Cet homme rêvait de devenir un mari et un père attentionné. Jouant sur cette idée, Viola dit qu'elle espérait qu'il deviendrait un véritable héros. Cependant, poursuit la princesse, elle constate maintenant que c'est loin d'être le cas. La jeune fille, la voix brisée par les larmes et les grands yeux naïfs, demande à Hickson de l'aider à survivre. Tout le monde sait qu'au château, c'est la loi du plus fort. La mère est accro au coup de bâton, et les frères n'attendent que le moment de la tuer. Viola dit qu'en plus de tous ces problèmes, il y a aussi un père cruel. Hickson est surpris, il ne s'attendait pas à entendre cela à propos de son ami. Cet homme a grandi dans une famille de tyrans, c'est pourquoi il déteste la cruauté et les agressions. Viola révèle tragiquement que son père l'a abandonnée à la merci des prédateurs et ne montre aucun intérêt pour elle, n'est-ce pas cruel? La princesse avoue qu'elle est complètement seule et demande à Hickson d'être l'adulte sur lequel elle peut compter. Viola atteint son but, l'homme est touché, prêt à la soutenir et à l'aider en tout. Le duc travaille dans son bureau lorsqu'il entend soudain un bruit fort à l'extérieur. Carlton, le menaçant d'une épée, tente d'empêcher Hickson d'entrer dans le bureau et exige avec insistance qu'il se tienne à carreau. Mais le chevalier franchit aisément la barrière, entre dans le bureau et se tient devant le duc, qui s'intéresse à la signification de cet événement. Hickson se souvient qu'il avait rêvé de se moquer du héron solitaire et malheureux, mais qu'il a fini par devenir lui-même un ivrogne. Le duc, ayant fini de signer les papiers, attend avec intérêt la suite des révélations de l'invité inattendu. Hickson déclare savoir pourquoi Eran le garde auprès de lui, malgré les protestations de sa femme et de son majordome. Eran remet les papiers à Carlton et déclare que, de l'avis de sa femme, son vieil ami s'emploie efficacement à ruiner la réputation de Veratu. Hickson affirme sérieusement que malgré tout cela, Eran lui permet de continuer à vivre dans les toilettes extérieures. L'homme affirme que le duc a besoin de lui pour le tuer personnellement s'il ne se rétablit pas.
Au bout d'une minute, Ixon éclate de rire et déclare que c'est une excellente façon de le respecter en tant qu'ami. Héron lui sourit sincèrement et remarque que son ami a enfin repris ses esprits. Le chevalier avoue très franchement à son ami qu'il semble avoir un nouveau rêve. L'homme s'approche et rappelle au duc la règle absolue de ne pas tuer d'enfants de moins de 10 ans. S'approchant de la fenêtre, l'homme avoue qu'il parle d'une jeune fille qui, selon les documents, est devenue la fille de Héron. Ixon affirme que le duc n'a besoin de la jeune fille qu'en tant qu'héritière, et qu'il rêve lui-même désormais d'en faire une fille à son image. Héron écoute attentivement son ami, mais ne dit pas un mot. Ixon, voyant le dos tendu du duc, lui demande comment va son nouveau rêve. Héron, indifférent, le laisse faire ce qu'il juge bon. Le chevalier raconte comment Viola lui a tendu la main et a admis avoir besoin d'un protecteur adulte. Le duc remarque d'un air absent que cela ne ressemble pas à Verata. Ixon rétorque que le comportement de la princesse n'était pas servile. Étonnamment, elle ressemble effectivement à Verata. N'ayant reçu aucune réaction de Héron, le vieil ami lui fait un signe d'adieu et s'en va. Le duc continue de travailler calmement, mais soudain le stylo qu'il tient à la main se brise avec un craquement sonore. Le soir venu, Carlton, en train de nettoyer le bureau du duc, contemple avec perplexité les 7 plumes cassées. Si l'on parle des avantages de se retrouver dans le corps de Viola, ce sont un lit chaud et moelleux et des repas divinement délicieux servis à heure fixe. Aujourd'hui, pour une raison inconnue, lorsque le duc a invité sa fille à dîner, Viola était aux anges. La jeune fille est perplexe. Comment peut-on inviter quelqu'un à dîner et rester silencieux pendant 10 minutes? Complètement bouleversée, la princesse ne comprend pas pourquoi on l'a invitée à la réunion si le dîner de bienvenue aura lieu prochainement. Le duc avait une règle. Il ne rencontrait pas personnellement les candidats à la succession, afin de ne pas prendre parti. Soudain, Héron remarque que sa fille utilise habilement les masques. Il a entendu qu'elle avait demandé à Ixon de se tenir à côté d'elle. La jeune fille comprenait maintenant la raison de l'étrange comportement de son père. Il avait découvert sa rencontre avec le chevalier et cela ne lui avait visiblement pas plu. Dans le plan de Viola visant à agir avec sagesse pour rallier Ixon à sa cause, un tel idéaliste est facile à instrumentaliser. La princesse remarque que la réaction du duc à cet événement est différente de ce qui était écrit dans le livre. Héron, avec une rage froide, conseille à sa fille de ne pas tendre la main à n'importe qui, car ses assistants pourraient disparaître à tout moment. Imperturbable, Héron propose calmement de commencer le repas. La jeune fille goûte des kakis au miel et se fiche de plaisir. Elle n'a jamais goûté un dessert aussi délicieux. Le duc regarde la jeune fille avec étonnement, admiratif de sa capacité à manipuler les gens avec autant d'habileté, tout en se comportant comme une véritable enfant qui adore les sucreries. Mais lorsque la princesse demande à son père de ne pas la regarder d'aussi près pendant qu'elle mange, tous les présents se figent d'horreur devant une telle insolence. Surpris, Héron apprend qu'il est indécent de regarder une personne ainsi lorsqu'elle mange. Le mot « indécent » était le mot préféré de Raël. Elle le répétait en riant, quelle que soit la situation. Irrité, le père déclare que la fille a bénéficié de toutes les commodités, y compris la nourriture, uniquement grâce à lui. Sans s'arrêter pour manger, Viola remarque calmement qu'on ne peut pas se vanter que le duc l'ait adoptée de son plein gré. Se reprenant, Héron répond avec le même calme qu'il n'est pas très content d'entendre cela, mais qu'en général la jeune fille a raison. Cette fois, le duc remarque qu'il est indécent de regarder une personne en mangeant. La jeune fille répond calmement que c'est lui qui a commencé. Viola observe délibérément son père avec attention, prouvant une fois de plus qu'elle est digne d'être Veratu et contemplant bien son héros bien-aimé. Héron se met en colère et demande si Viola fait preuve de légitime défense par son comportement. La princesse répond fièrement qu'elle fait preuve de légitime défense, mais déforme en même temps grandement le sens du mot. Le duc, souriant, dit qu'elle prononce mal le mot et le prononce syllabe par syllabe. La princesse entre dans une rage folle et crie qu'elle n'est plus une petite fille pour se moquer de ses origines. Héron remarque en riant que la fille est mal élevée, qu'elle prononce mal les mots et qu'elle est tout simplement nuisible. Viola est tellement surprise par les paroles et les rires de son père que sa colère disparaît d'elle-même. La fillette mange en silence, et le père pense que tout cela n'est rien de plus qu'une mise en scène soignée. Le père explique que la princesse change facilement de masque, mais qu'elle a un regard démoniaque et un instinct de tueuse difficile à réprimer. Voici le vrai visage de la jeune fille, et le duc admet qu'il l'apprécie vraiment, et non pas une apparence mignonne. Comme Viola garde un silence obstiné, le duc demande à Zéno de ne pas le répéter et de commencer enfin à élever la princesse. Le lendemain matin, quelqu'un frappe à la porte avec insistance. Cela ne se produit pas dans le livre.
Soudain, un rugissement sauvage retentit et, sous le coup suivant, une partie de la porte vole en éclats. Hickson fait irruption dans les appartements de la princesse, avouant avec embarras que son mana est récemment devenu plus actif et qu'il ne peut pas toujours contrôler ce pouvoir. L'homme, affalé dans un fauteuil, déclare que grâce à la princesse, il a réussi à saisir le fil qui le mènera aux assassins. La jeune fille constate avec satisfaction que, comme elle le pensait, il lui suffisait d'un petit coup de pouce pour qu'il se débrouille tout seul. Ayant appris que Hickson était déjà au courant de sa rencontre avec son père, la princesse espère qu'il n'a pas transmis ses propos concernant l'utilisation de l'idéaliste. Décidant de continuer à jouer, la fillette soupire et raconte que son père l'a grondée, l'a traitée de mal élevée et s'est moqué de sa mauvaise prononciation. Hickson raconte que Héron était autrefois plus émotif. La jeune fille demande indifféremment pourquoi l'homme s'est mis à parler de son père. Le chevalier dit pensivement que le duc a probablement un certain intérêt pour la jeune fille. Voyant l'indifférence de Viola, l'homme s'emporte, car la jeune fille devrait être heureuse d'avoir été adoptée par Héron Veratu en personne. La princesse fait taire l'homme d'un geste brusque et déclare froidement qu'elle n'aime pas son père tyrannique. Soudain, Hickson succombe à nouveau au charme de la princesse et déclare joyeusement qu'il la protégera et sera son soutien indéfectible. Le chevalier se souvient alors de ses plans et explique qu'il est venu ici pour une raison précise. Il demande où se trouve le chien qu'il doit apprivoiser. Après la promesse de Viola de présenter le garçon à l'institutrice, le jeune homme était plein d'espoir et d'attente. Tondra imagine comment apprendre à manier l'épée et devenir un chien exceptionnel pour garder la princesse Verata. À la vue d'un homme au ventre proéminent, au visage misérable et imprégné d'une odeur de fumée, les espoirs du jeune homme commencent à s'amenuiser. Tandra, perplexe, dit qu'il ne s'attendait pas à voir Sir Hickson comme professeur. En entendant les paroles du jeune homme, le chevalier, avec un sourire, déclare qu'il est assez strict dans sa formation et qu'il apprendra aux garçons à parler aux adultes. Hickson se tourne vers la princesse et lui demande de les laisser car c'est l'heure du dresseur et du chien. Viola dit qu'elle croit en Hickson, qu'il retrouvera sa vie d'avant et que Tindra est entre de bonnes mains. Le chevalier rêve qu'il serait un bon père pour sa fille, mais en retour, il tentera de devenir un père pour ses deux enfants. En parcourant le couloir, la jeune fille se calme en réalisant qu'elle a pu faire découvrir la toundra à Hickson. Soudain, Viola est interpellée par une voix étrange qui lui demande d'une voix nasillarde qui il voit là. La princesse regarde un homme, grande silhouette, costume rouge, peau blanche, lèvres rouges et cheveux mi-longs. Sevan Marcos, membre du cercle restreint du duc Héron, est un maître du déguisement et un marionnettiste. Cet homme utilise des cadavres pour fabriquer des masques et possède également la capacité de changer d'apparence et de contrôler habilement des poupées. Sevan dit timidement à Zénon qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, mais que le type est toujours aussi beau. Comprenant que la princesse sait qui il est, Sevan en déduit que c'est le duc qui a parlé de lui. Il est surpris. Il ne pensait pas que le duc fût un homme aussi attentionné. Si Sevan est resté au château, c'est à cause de l'apparition d'Héron, dont Marcos est tout simplement tombé amoureux. Héron promit de lui trancher la gorge si le marionnettiste se permettait trop de choses, mais ces paroles ne firent que ravir Sevan. La jeune fille en déduit que si Héron non seulement n'a pas tué cet homme, mais l'a même rapproché de lui, alors il possède vraiment des capacités exceptionnelles. La jeune fille dit que Marcos est plus beau qu'elle ne l'imaginait. L'homme, ému, pense que la jeune fille cherchait des informations sur lui à l'avance et demande ce que la princesse pense de lui. La princesse déclare sans ambages que Sevan est répugnant et ressemble à un pervers chez qui quelque chose cloche. L'homme répond avec un sourire qu'il entend souvent des paroles blessantes insinuant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Dans le livre, Viola a parlé ouvertement de son dégoût et Sevan a apprécié cette franchise, mais nous devons maintenant choisir un mode de communication légèrement différent. La jeune fille affirme que même si l'on ne tient pas compte des préférences sexuelles de Sevan, il reste dégoûtant d'importuner un homme marié. La princesse continue d'affirmer que s'il s'agissait d'un pervers ordinaire, son père ne l'aurait pas laissé en vie, ce qui signifie que cet homme est au moins une personne relativement utile. Viola avoue ouvertement ses sentiments dans l'espoir que Sevan lui sera utile également. Sevan est absolument ravi par la 6e princesse. Existe-t-il vraiment quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est ? Marcos est tellement impressionné qu'il demande la permission de maquiller la princesse pour le repas de bienvenue du lendemain. Cet homme veut démontrer ses capacités, il veut que Viola brille de 1000 feux demain. Sevan imagine comment il ajoutera de l'arrogance et de la soif de sang à la beauté arrogante et éblouissante de la jeune fille.
Le marionnettiste va donner à Viola l'image d'un lys vénéneux qui irradie l'énergie d'un souverain. La jeune fille est horrifiée par ces idées, mais elle comprend qu'elle ne peut pas lui refuser quoi que ce soit, alors elle accepte sans grand enthousiasme. Assise dans ses appartements devant le miroir, Viola s'examine et conclut qu'elle est douce et belle. Mais on ne peut dissimuler quelque chose de sinistre et de froid derrière la beauté, et si l'on ajoute à cela le maquillage de Sévan, ce sera un échec total. Si une jeune fille se présentait à un dîner dans cet état, il la considérerait comme une candidate exceptionnelle à l'héritage et voudrait s'en débarrasser au plus vite. La jeune fille réalise qu'elle est perdue, car rien ne peut être défait. À ce moment-là, elle sent une main se poser sur son épaule. Les yeux de la princesse rougissent aussitôt, pressentant le danger, et les instincts de la véritable Viola se déclenchent instantanément. La jeune fille se retourne à la vitesse de l'éclair et frappe Vicenne de toutes ses forces, qui parvient à s'éloigner d'un bond au tout dernier moment. Vicenne observe la scène avec délectation et remarque avec joie le poignard dans les mains de Viola. La princesse remarque avec horreur le poignard dans ses mains et ne comprend pas comment cela a pu arriver. La jeune fille regarde Vicenne avec confusion, tandis que son frère lui demande joyeusement ce que sa sœur a fait de si intéressant. Viola remarque avec suspicion que Vicenne est trop calme aujourd'hui, et répond qu'elle se regardait simplement dans le miroir. Le garçon lui montre son genou cassé, dit qu'il a mal et lui demande de soigner la plaie avec de la pommade. Viola cache le couteau et dit « C'est quelque chose que mon frère peut faire lui-même. Dans les cas extrêmes, il y a des domestiques pour ça. » Le frère insiste. La princesse pense que si elle cède à ses caprices, cela deviendra une habitude, et il a déjà assez de mauvaises habitudes. Soudain, Viola a une idée et dit au garçon qu'elle le fera, mais à une seule condition. Vicenne attend la suite, et la princesse déclare qu'en échange de ses services, le garçon devra exaucer son vœu. Ayant obtenu le consentement de son frère, Viola lui remet le contrat car elle ne se fie pas à sa parole. Le garçon se mord le doigt et signe le contrat avec son sang. Soudain, Vicenne avoue qu'il est jaloux de sa sœur parce qu'ils n'ont pas organisé de dîner de bienvenue en son honneur. Viola pense avec regret qu'il n'y a absolument rien à envier ici, car le but du dîner n'est pas de faire des rencontres. Lors de ce dîner, le duc Héron et la duchesse Isabella évalueront si Viola est digne du nom de famille Veratu. Dans le roman, cet événement est appelé la cruelle épreuve du duc. Ayant reçu la promesse ferme de sa sœur de rejouer avec lui, Vicenne, joyeux et insouciant, s'enfuit. Viola songe pensivement que demain aura enfin lieu l'un des événements principaux du roman. Surprise, la jeune fille réalise qu'elle est visiblement inquiète.